qui nous a permis en Afrique quand même de nous préparer. Et ça, je crois que c'est un volet extrêmement important à prendre en compte. Et sur cette base-là, c'était des prédictions qui vraiment prédisaient une tempête qui sera terrible en Afrique. Et l'Afrique s'est préparée, a vu venir, mais les résultats, comme on va le montrer, ne sont pas avérés être ce qu'ils devaient être. Pourquoi? Je pense que ça donnera l'occasion de discuter et de poser quelques hypothèses. Donc, juste dire que l'Afrique représente 4% des cas mondiaux de Covid-19 et 3,5% des décès, avec un taux de létalité qui est à peu près de 2-4%. Donc, malgré tout ça, l'Afrique reste quand même relativement peu touchée par cette pandémie qu'on voit un peu partout ailleurs dans le monde. Donc, rapidement, au Sénégal, également, actuellement, je crois que vous aurez une présentation. On a à peu près un cumul de 15 000 cas depuis le début de la pandémie, avec justement un taux d'attaque qui est à peu près de 2,3%, un R0 de 0,29 de manière générale, donc qui est l'épidémie en ce moment est en train vraiment d'être très très ralentie dans notre pays. Donc ça, surtout en ce qui concerne les types de transmission, c'est surtout la transmission au travers de contacts qu'elle s'est fait en grande majorité avec 72%. Et en général, la transmission sans lien épidémiologique qui continue encore, qu'on appelle la transmission communautaire, et en particulier aussi les cas importés continuent. Et je vous en parlerai plus rapidement, plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est l'évolution de la pandémie telle qu'on l'a vue au Sénégal, avec un début au mois de mars, donc avec un pic qu'on a reçu vers le mois d'août, septembre, et actuellement une baisse relativement maintenant au niveau, et il en est de même également des taux de mortalité qu'on a ici à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment l'évolution des cas graves également, qui sont une réalité aussi dans le pays. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup testé, comme ça aurait dû se faire, mais quand même le nombre de cas graves, le nombre également de décès montre qu'il y a effectivement une baisse réelle en ce moment dans le pays. Et j'essaierai d'expliquer plus en détail. Et Cheikh y reviendra, effectivement. Actuellement, on est à peu près à un décès par jour, ou souvent moins en ce moment. Donc il y a une tendance vraiment baissière qui est réelle. Bon, ça c'est la distribution par sexe, avec un sexe ratio de 1,44, et par tranche d'âge également, où les tranches d'âge les plus touchées sont de 20 à 39 et 40-59, mais on a également des tranches d'âge supérieures à 60 ans. Donc, qu'avons-nous fait en particulier au niveau de l'IRSF, au niveau de mon institution, par rapport à la riposte nationale contre la COVID-19? Donc, bien que nous soyons une institution qui avait toutes les capacités, avec toutes les plateformes, également toutes les plateformes techniques à nos dispositions, quand l'épidémie s'est déclarée, on nous a sommé de ne pas bouger parce que nous n'étions pas, disons, une institution reconnue par l'OMS pour pouvoir faire des tests. Alors que nous avions toute la capacité, tout le plateau moléculaire et également toutes les conditions de sécurité. Nous avons dû améliorer notre P3, acheter des équipements, et malgré tout ça, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de faire des tests au Sénégal. Il n'y a que les institutions accréditées par l'OMS, et en ce moment, il n'y en avait que 2 en Afrique. C'était en Afrique du Sud et au Sénégal. Donc, et nous n'avions pas cette capacité. Mais on s'est dit, dans tous les cas, on ne va pas rester sans bouger. On va voir comment on peut s'impliquer. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé à préparer notre personnel,
à faire des enseignements de cours sur le coronavirus et en particulier sur le Covid-19, à mettre en place un groupe de réflexion pour suivre vraiment l'évolution de la pandémie dans le monde informé et également à surtout beaucoup débattre sur la chloroquine. C'était vraiment un sujet de débat et il fallait qu'on apporte notre contribution en particulier. Donc, et ensuite, on a vraiment, quand il y a eu le premier cas, le 2 mars, là, on a vraiment focus presque nos activités sur la riposte. Et nous avons pu vraiment faire en sorte que l'on soit représenté au CNG. C'est le Comité national de gestion, justement, des épidémies, et également au centre des urgences sanitaires. Et là, nous avons des personnes maintenant qui nous représentent. C'était moi, et j'ai pu quand même avoir des agents qui nous ont représentés. Et nous avons mis en place un comité, comme vous avez fait, élargi, qui s'est réuni tous les jours sur la Covid-19, etc. Et nous avons également mis en place des comités pour faciliter justement tout ce qui est possible comme possibilité de recherche, essayer de modéliser l'épidémie et puis voir quelles publications scientifiques nous serions. Et nous avons vraiment augmenté surtout la sécurité au niveau de la biosécurité, des prélèvements, avec, encore une fois, j'y reviendrai, vraiment l'IHU, avec leurs experts, avec qui même nous avons dû faire des vidéoconférences, etc., pour nous mettre à niveau. Et nous avons surtout fait des aménagements et des équipements pour recevoir les premiers prélèvements. Et finalement, le premier prélèvement a été reçu le 30 mars 2020. Donc ça, c'est avec le ministre de la Santé qui devait venir de Vuzy, vraiment voir un peu ce que nous avons mis en place avec toute son équipe, donc qui ont vraiment audité tout ce qu'on avait sur place. Et il a fallu vraiment le pousser et le convaincre à déclarer qu'ils étaient très satisfaits, fiers, rassurés, et que l'on pouvait commencer à faire les tests de dépistage Covid au niveau de l'IRSF, et avec officiellement la possibilité qu'on peut rejoindre le dispositif de dépistage du Covid. Et ensuite, par contre, on nous a confinés, le mot n'est pas très approprié, dans une seule région du Sénégal, qui est Thiès. Vous pouvez dépister, mais vous vous occupez d'une région. Pourquoi? Il n'y a aucune logique, mais bon, c'était encore mieux que rien. Et par chance également, c'est la région où se trouve l'aéroport. Donc finalement, on s'est retrouvé aussi à avoir la charge de l'aéroport. Bon, je ne vous dirai pas que quand ça a commencé à bien marcher, on a voulu nous sortir de l'aéroport. Mais comme on était là-dedans, ça, personne ne pourra nous faire sortir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réorganisé et on a vraiment été très pragmatique parce qu'on a réorganisé, formé les agents de santé dans les régions où nous devions intervenir. Nous sommes tous allés les former et puis valider les tests de diagnostic moléculaire, et en particulier, bon, avec cette tension qu'il y avait sur tous les kits de prélèvement, nous avons essayé de voir des alternatives comme le PBS, comme milieu de transport. Et en plus, nous avons impliqué d'autres agents, comme des anthropologistes, etc., des leaders communautaires, vraiment pour avoir un groupe qui soit multidisciplinaire dans le cadre des activités que nous voulions mener. Et nous avons également mis en place différentes plateformes, en particulier, comme vous avez fait ici, avec cette tension qui existait, nous avons mis des plateformes grâce à, j'y reviendrai également, l'UHI qui nous a vraiment fourni les premiers échantillons, mais également les premiers virus pour que nous puissions les utiliser. Mais nous avons également fait en sorte d'être approvisionnés avec différents types de plateformes de manière à ce qu'on ne soit pas dépendant de cette plateforme. Et nous avons également, grâce également à l'UHU, vraiment mis en place tout ce qu'il fallait pour être dans les meilleures conditions de sécurité pour les différents processus, que ce soit l'inactivation, l'extraction, les amplifications et tout ce qui était nécessaire pour ça. Et nous avons également, encore une fois, heureusement, il y a eu des centres de traitement, donc
en dehors du dépistage, nous avions également le suivi de certains malades au niveau de centres de traitement. Et tous les voyageurs qui devaient entrer au Sénégal également sont sous notre responsabilité. Nous avons également permis d'évaluer différents kits, évaluer différents tests de diagnostic et également même créer certains pôles de dépistage en ville pour permettre surtout aux voyageurs. Et également, nous avons des équipes d'informaticiens qui ont développé différents logiciels pour rendre rapidement les résultats sous forme de SMS, pour activer le rendu des résultats, ce qui fait que nous sommes au rendu de moins de 24 heures pour le moment avec toutes les techniques que nous utilisons. Et une autre activité a été de voir comment on peut modéliser vraiment l'impact et les mesures au niveau du Sénégal, parce que c'était un argument stratégique. Et comme nous avions contact avec le chef de l'État, l'une des meilleures façons de le convaincre, c'était d'avoir à peu près un modèle que nous avons fait avec justement Imperial College de Londres. Et en nous basant sur des données épidémiologiques, les principales informations des décisions politiques, une bonne bibliographie et surtout un modèle vraiment qui a été adapté en fonction des informations que nous avions à notre disposition. Également, utiliser les taux de reproduction et puis en fonction maintenant des informations que nous avions sur les décès, etc., nous avons pu vraiment calibrer ce modèle et faire justement des estimations. Mais aussi, il y avait une période de confinement où on a pu, avec des enquêtes Google, par exemple, analyser les réductions significatives des mouvements qui ont été utilisés dans ce modèle. Et voilà, et c'est ainsi que nous avons pu calibrer avec les modèles qui étaient disponibles à l'époque. Et nous avons pu justement calibrer, ça je ne donne pas toutes les informations, pour avoir à peu près une tendance. Et nous avions estimé le pic au mois d'août-septembre, ce qui est presque tombé pile avec ce que nous faisions. Mais nous avions également mis différents scénarios, en particulier au moins 6 types de scénarios avec qu'est-ce qui va se passer si on maintient le contrôle de la crise, si on applique des mesures, si on les applique à moitié, si on les applique 3 mois et qu'on continue. En tout cas, au moins 6 types de scénarios. Et ça nous a donné justement les chiffres du nombre de personnes infectées, du total des décès et éventuellement les pics des mois de l'épidémie. Et je crois que ça a aidé à prendre vraiment des décisions. Et ces chiffres-là, ce que nous avions estimé, c'est que nous étions à peu près à 50% des cas déclarés. Les cas déclarés représentaient 50% éventuellement de la réalité que nous avons utilisé dans ce modèle. Et sur cette base-là, je crois que ça a vraiment aidé les autorités, au moins à avoir un gouvernail qui leur permettait de se situer. Et par contre, maintenant, je vais beaucoup insister sur vraiment la situation en Afrique, où on sait que, bien sûr, le Covid s'est disposé avec une mortalité en Europe, aux États-Unis, avec une prédiction de millions de décès pour l'Afrique. Et cette tempête n'a pas eu lieu. Jusqu'à présent, on a une mortalité assez faible. Et le devenir de cette pandémie en Afrique n'est toujours pas très, très connu. On observe une baisse, mais on ne sait pas où ça va aller. Et on essaiera de discuter des différentes mesures et facteurs qui pourraient expliquer la différence entre l'Afrique et le reste du monde. Et j'aimerais bien que ces conclusions nous servent également d'arguments de collaboration pour mieux expliquer cette situation dans le futur. Donc on a vu effectivement le profil de la pandémie en Afrique, en Europe, aux États-Unis et comment elle évolue. Et l'Afrique reste encore une fois vraiment très en deçà de ce qu'on a observé en Asie, en Europe et en Afrique. Et encore une fois, une des explications pourrait être des mesures sanitaires précoces qui ont été prises, encore une fois, du fait qu'on avait appris de ce qui se passait ailleurs. La plupart des pays ont rapidement sont arrivés à des restrictions de voyage,
à faire des couvre-feux, à fermer des écoles, en particulier, même si l'épidémie ne faisait que commencer. Donc ça a été quand même, ça a permis de mettre en place ces mesures. Mais ces mesures de confinement, par exemple, il n'y a jamais eu de confinement total dans aucun des pays africains. Et en général, on a eu qu'il y avait quand même une dynamique de réponse qui était plus rapide que dans la plupart des autres pays. Et ceci, vraiment, du fait que déjà, il y avait une très bonne communication au plan mondial et que nous avons appris de ces communications. Un autre facteur important, c'est l'âge de la population. En Afrique, nous avons une jeune population et on a à peu près un âge médian de 20 ans, 19-20 ans. Par contre, l'âge reste un facteur important. Mais même par rapport à la démographie, les décès devraient être, selon les estimations, de 4 fois moins importantes, alors qu'elles l'ont de 40 fois plus. Donc il y a encore des explications pour comprendre en quoi ce facteur vraiment est essentiel. Bon, il y a certainement un mélange générationnel, mais il y a également les personnes âgées, mais qui ne sont pas toujours isolées, comme on l'a vu dans des EHPAD et tout ça, qui n'existent pas vraiment en Afrique. Il y a toujours, ces anciens restent dans la famille, et avec les mesures, même s'il y a un risque d'être contaminé par les plus jeunes, ils n'ont jamais été laissés vraiment de côté. Donc, en ce qui concerne également, bon, c'est la même répartition qu'on a vue, que c'est beaucoup plus retrouvé chez les mâles que chez les hommes, et les tranches d'âge également restent essentiellement les mêmes, avec très très peu de prévalence. Ça, c'est des cas au niveau des jeunes populations, un peu, mais quand même la tranche de 50 à 60 ans et plus reste relativement importante. Donc, un autre facteur pourrait être la génétique du virus. Et jusqu'à récemment, il y avait bien sûr très peu de virus connus en Afrique, mais ils étaient à peu près, ce qu'on avait séquencé était à peu près représentatif dans des autres continents. Donc, jusqu'à une époque récente, on pensait que ça ne pouvait pas être éventuellement un problème de virulence, parce que si on regarde, comme je le montrais tout à l'heure, en tout cas les souches qui étaient séquencées, elles étaient représentatives des restes du monde. Donc il y avait aussi la génétique humaine. Bon, il se passe peut-être quelque chose, mais quand même, les Afro-Américains sont également proportionnellement les plus touchés aux États-Unis. Et également, ce qui ferait que peut-être l'hypothèse génétique devrait être en tout cas beaucoup plus creusée, même si elle est possible. Donc ça, c'est les différentes séquences qu'on a dans les autres. Elles sont relativement représentatives de ce qu'on trouve ailleurs, même si c'est une faible proportion. Mais comme on l'a montré tout à l'heure, je crois que le travail récent qui a été mené avec ces clusters des souches sénégalaises au niveau des variants 1 d'ici, de Marseille, font certainement penser également, et je crois que l'opportunité vraiment de creuser cela, d'avoir un partenariat, une collaboration, devrait nous permettre d'approfondir, et on attendra d'avoir plus de souches et de voir comment on peut y travailler ensemble. Donc, il y a aussi le fait qu'il y a l'hypothèse hygiénique, parce qu'il y a des différences considérables par rapport à l'environnement entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis, et que les sujets africains, le système immunitaire des sujets africains est façonné d'une façon différente par rapport aux facteurs environnementaux, par rapport au temps, au degré d'exposition, surtout à différents organismes et à différents parasites. Et ça peut éventuellement expliquer la différence. Et ici, vous avez un graphique qui montre justement cette différence au niveau immunologique des zones européennes, des zones urbaines au Sénégal qui se rapprochent plus, et des zones rurales où les gens, du fait des conditions d'hygiène et d'environnement, ont quand même une exposition beaucoup plus importante
par rapport à cela. Donc cela aussi est un facteur qu'il faudrait prendre en compte. Donc cette exposition aux environnements hostiles permet des reprogrammations au niveau des cellules uniles et éventuellement de créer une réponse virtuelle. Donc on a aussi cette exposition à différents pathogènes, dont d'autres virus, SARS ou d'autres coronavirus. Et ça aussi, ça pourrait expliquer certaines réactions croisées. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une collaboration pour vraiment comprendre et mieux exploiter cette différence au niveau communautaire. Donc je vous remercie de votre bien aimable attention.